À la page 34 du chapitre 4 de mes notes de cours, on va résoudre la troisième situation de la section 1.12 de Séguin, situation qui s'intitule Un demi-tour et que vous pouvez lire à la page 145 de Séguin. On s'interrompt, on prend le temps de la lire, mais je vais même m'interrompre aussi au niveau de la résolution pour prendre le temps d'aller faire des petites corrections, ajustements dans mes résumés. Donc, je suis dans mon document résumé des notes de cours, aux pages correspondant au chapitre 4, soit les pages 15 et 16. On va faire des petites corrections, justement. C'est pas obligatoire, vous pouvez continuer à travailler avec l'ancienne version si vous voulez, mais les deux derniers étudiants que j'ai rencontrés puis que j'ai donné des explications, ça m'a amené à faire des modifications ici, puis ça semblait plus clair. Donc, j'aime toujours mieux retenir l'explication qui est la plus claire. D'ailleurs, on ne s'entend pas entre physiciens à cet endroit-là. Pas qu'on ne s'entend pas, mais j'ai vu plusieurs versions dans plusieurs livres de physique. Quand on parle des deux accélérations qui existent, qui se combinent dans un mouvement circulaire, l'accélération centripète, ça on s'entend à peu près tous, quoique il y a la version AC puis il y a la version AR pour accélération radiale. La deuxième accélération, celle qui fait varier la longueur du vecteur V comme tel, là j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu du Aθ. Je pense que Séguin fait un petit peu le mentionner à la fin de son chapitre. J'ai vu du AX, des fois du AX fois I, mais là, il faut préciser où sont nos vecteurs I et J dans le problème, etc. Puis il me semble que j'ai vu une autre version là, qui ne me vient pas en tête vite comme ça. Et dernière, ben, on s'entend tous qu'on appelle ça une accélération tangentielle. Fait qu'il y en a qui mettent θ pour signifier tangentielle. Il y en a qui mettent X pour signifier tangentielle en disant que l'axe des X, c'est le... Ben, à un moment donné, quand j'ai expliqué à un étudiant, j'ai utilisé un terme, puis ça a bien fait. Ben, je l'ai comparé, vous allez le voir bientôt, là, ceux qui l'ont fait peut-être l'ont déjà vu, là, mais quand je sépare la force gravitationnelle entre une composante parallèle au mouvement puis perpendiculaire au mouvement, ben, je trouve que c'est un peu la même chose ici. J'ai AC qui est perpendiculaire au vecteur vitesse, donc au mouvement, puis j'ai l'accélération qui peut être dans un sens ou dans l'autre, mais qui est toujours parallèle au mouvement. Okay? Donc, je vais prendre les symboles parallèles. Puis quelque chose qui est tangentiel, hein, c'est une droite qu'on vient mettre qui touche juste à ma courbe. Donc quand elle touche à la courbe, elle est parallèle à la courbe. Donc je trouve que ça va bien du bon sens. Fait que je vais continuer. Je ne l'ai jamais vu dans un livre de physique. Si jamais on voit ça dans 10 ans, on pourra dire « Waouh, c'est venu du prof de physique à Jonquière ». Ça me surprendrait. Excusez, je rêve tout haut. Donc, mais moi, je vais continuer à appeler ça en parallèle. Je vais quand même en parler avec mes confrères de physique. Bon, qu'est-ce que ça implique comme changement de le renommer officiellement comme ça? Première formule en bas, définition de l'accélération totale, qui est une combinaison de l'accélération centripète, c'était déjà comme ça. Puis il y a ici qu'avant, ben, je l'appelais AX, puis pour être rigoureux mathématiquement, j'étais obligé d'écrire AX fois le vecteur I. J'ai plus besoin de faire ça. J'ai juste à dire que j'ai ce vecteur-là, puis quand je les additionne ensemble, ils donnent le troisième vecteur. Étant donné qu'ils sont perpendiculaires, quand je veux connaître le module de ce troisième vecteur-là, ben, j'ai juste à faire le somme, c'est un triangle rectangle. Donc, c'est le théorème de Pythagore. Donc, je prends le module de l'accélération tangentielle au carré, puis le module de l'accélération centripète au carré. Fait que ça a changé aussi ma formule ici. Je crois que j'ai effacé la deuxième partie qui était à l'arrière ici, là, que je ne m'étais jamais servi depuis quelques années. Là, fait que je l'ai carrément effacé. Évidemment, ma dernière formule, ça a changé le titre ici, mais j'ai rajouté aussi les valeurs absolues qu'il y a là, puis j'ai enlevé le petit x qu'il y a là. Souvent, on s'intéresse, pas souvent, très souvent, on s'intéresse juste vraiment à la valeur du module. Étant donné que je faisais disparaître le petit x, ben, je l'ai fait disparaître partout, puis je vais prendre juste le module carrément, puis ça a changé ici aussi. La dernière chose que j'ai changé, je pense que ça va apparaître au début de l'autre feuille, là, mais j'ai clairement défini où était mon petit angle. Je l'ai ajouté ici, là, puis quand on utilise la formule qu'on va voir sur l'autre page, ça se trouve à nous donner l'angle entre le A tangentiel et le A. Donc l'angle est évidemment, si lui se révèle à l'arrière, de toute façon, ma somme m'amènerait ici, puis j'aurai encore l'angle entre les deux. Okay. Là, je l'ai mis de ce côté-là. Donc sur l'autre page, ici, là, au début de la deuxième page du résumé, ben, j'ai écrit θA ici. J'ai rajouté le petit commentaire en bas pour vraiment spécifier que l'angle que j'obtiens, c'est l'angle du vecteur A par rapport à l'angle du vecteur A tangentiel. Okay? Donc, faites un petit changement là, puis le A tangentiel au lieu du AX qui apparaissait dans ces formules-là, ici et ici. Toujours en donnant des explications des étudiants, je pense que j'ai mis toujours deux
formule ici, soit qu'on prend juste les valeurs absolues, soit qu'on s'intéresse aux valeurs avec signe. Les valeurs avec signe, petite remarque, donc la première version qui est en jaune, les valeurs avec signe tiennent compte que mon axe des X, que ma rotation se fait dans ce sens-là, que l'axe des X est défini comme étant vers les θ positifs, parce que quand on définit un angle positif, on tourne anti-horaire. Fait que c'est comme si mon axe des X serait anti-horaire aussi. Ben là, mes signes arrivent si je veux tenir compte des signes. Okay. C'est l'exemple qui était fait, puis j'expliquais dans une vidéo en bas, là, qu'on peut arriver à un signe en termes de déplacement. Évidemment, si jamais l'axe des X a été défini vers l'arrière, l'équivalent d'une rotation horaire, ben ça vient, je suis comme obligé dans la formule de physique de base, sans valeur absolue. En valeur absolue, ça reste pareil, mais sans valeur absolue, le fait que l'axe des X n'est pas défini dans le bon sens, dans le même sens qu'on définit les angles, ça implique l'apparition d'un signe moins entre les deux. Mais moi, j'essaye, dans la mesure du possible, de toujours définir mon axe des X dans le sens anti-horaire. Puis j'applique les formules qui sont en haut, puis j'arrive. Bon, revenons à notre problème qu'on a lu tout à l'heure, le demi-tour du policier. Donc, on nous dit qu'au départ, sa vitesse était de 3 mètres par seconde. Donc, la vitesse affichée par son odomètre, il avançait à 3 mètres seconde. Puis qu'il va faire un demi-tour sur un arc de cercle qui va avoir un rayon de 9,5 mètres. Fait que j'avais une vitesse au départ. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu que j'avais plusieurs vitesses, fait que je vais attendre avant de les identifier. J'avais mon rayon de courbure, mais mon autre vitesse, c'était la vitesse à la fin de mon demi-cercle parce que j'accélère, je veux poursuivre quelqu'un. Pendant que je tourne, je vais de plus en plus vite. Donc c'est ma deuxième vitesse. Et je fais un demi-tour. Donc ici, je vais avoir mon demi-tour, que j'aurais pu appeler θ égale un demi-tour, mais que je peux appeler aussi x en me disant que des tours, c'est des unités de longueur. OK? On fait le 2 pierres de circonférence. J'ai préféré les appeler X ici. Je vais vous dire ça tout à l'heure, mais j'aurais pas mis mal à quelqu'un qui me parlait de θ. On dit que l'accélération pour passer de 3 à 7, c'est faite de façon constante. Donc, on ne me donne pas de valeur, mais on me précise que cette accélération-là était constante. Et on me demande quelle est l'accélération que j'ai globalement quand j'ai fait la moitié de mon demi-tour. Okay, donc, on me demande une accélération inconnue en mètres par seconde carré, l'accélération totale que j'ai quand j'ai fait la moitié d'un demi-tour. Donc, il y a la notion aussi là, de quart de tour. La moitié d'un demi, c'est quart. Donc, j'ai commencé avec des X, je continue à appeler ça X. Évidemment, ça voulait dire, c'est pas obligatoire dans le problème, mais que je commençais à 0 tour si on veut. Je commençais à mettre mon dessin là, avant de préciser quoi et quoi dans tout ça. Donc, c'est un problème de cinématique de mouvement circulaire. Donc, j'ai fait un rayon, pas un rayon, mais un cercle, puis j'ai mon rayon de cercle qui est ici. Et là, j'ai décidé de placer ma voiture en bas ici. Puis, comme je vous disais tantôt, on a une vitesse au début, une vitesse à la fin, puis on va avoir une vitesse au milieu. Donc, au lieu de les appeler initiale, finale, etc., ça, je vais parler de ma vitesse 0 quand j'étais au point x0 de 0 tour. Donc, ça, c'est une longueur équivalente à 3 mètres par seconde. J'ai mon rayon, qui est en arrière ici. Ma vitesse à 7 mètres, ben, c'est quand j'ai mon demi-tour complété. Fait que c'est l'équivalent de mon x2 avec un v2 plus long. Fait que ça, c'était mon V0, ça, c'était mon V2, mon demi-tour complet, c'est pour ça que je l'appelle X2. θ2 aurait été bon aussi. Puis, au départ, ben, c'était mon X0 qui est en bas ici. Mon accélération tangentielle, qui est constante, l'accélération qui a fait grandir ce vecteur-là, faut que je dessine au moins une fois. Donc, je dessinerai un vecteur qui est dans le même sens que le V, qui représenterait l'accélération, puis qui serait le même au début qu'à la fin. Mais étant donné qu'on me demande quelle est l'accélération au quart de tour, j'ai dessiné mon objet aussi au quart de tour. Donc ma position 0, ma position 1, ma position 2. Et j'ai probablement mis mon accélération tangentielle à cet endroit-là. Mais évidemment, j'aurais mis le même vecteur ici avec la même longueur. Ça aurait fait bon aussi. Puis j'aurais pu le mettre en bas ici. Et ça, ben, on se rappelle, c'est l'accélération qui est dans le même sens que le V. J'ai décidé de les appeler tangentiel. Ben, pas décidé, ça s'appelle tangentiel, mais utiliser le symbole de parallèle là, pour parler de ces choses-là. Je me suis ajouté une remarque disant qu'elle était constante.
Je cherche l'accélération globale que j'ai à cet endroit-là, parce que je vais évidemment avoir un problème d'accélération avec une accélération centripète, parce que je tourne en rond, fait que même si on ne m'en parle pas dans les données du problème, c'est trop fondamental pour ne pas le dessiner, dire j'ai un problème où ce que je subis une accélération centripète, je tourne en rond, et dans le fond, je cherche le A global quand je vais additionner ces deux vecteurs-là. Et c'est le vecteur A au moment où je suis au point 1, donc je l'ai appelé A1. Et quand on regarde la solution de Séguin, ben, je ne voulais pas juste connaître son module. Séguin s'intéressait aussi à son angle. Donc, quel est l'angle qu'il forme avec le A parallèle. Donc, je l'ai identifié tête A1 parce qu'on parle du point 1. Et c'est là, à un moment donné, quand je décidais finalement comment j'allais appeler toutes mes affaires, ben, j'avais un angle ici, puis je me retrouvais des fois... ici, mon quart de tour, à avoir écrit tête 1 ici, là, dire que ici c'était à 0 degré, ici je suis rendu à 90 degrés, un quart de tour, puis un demi-tour, fait que je parlais deux fois du tête 1. Fait que j'ai préféré dire que mes tours, ça allait être des X, que j'avançais sur l'axe des X, puis que le tour étant une unité de distance, et non pas une unité d'angle, dans ce cas-ci. Donc je cherche le tête 1 que j'ai montré sur mon dessin. La chose que j'ai ajoutée, qui n'est pas obligatoire, ben, c'est de montrer que j'ai un vecteur vitesse qui va être entre les deux, un peu plus long que le premier, mais pas encore à la longueur du dernier. Je suis en train d'accélérer à cet endroit-là. Je veux me trouver un outil pour solutionner. Je regarde ce que j'ai à résoudre. J'ai l'accélération totale. Je vais aller première page du résumé du chapitre 4. Quand je cherche l'accélération totale, ben, c'est la somme des deux accélérations. Je vais ramener ça dans mon formulaire. En même temps, je jette un coup d'œil sur les autres accélérations qu'il y a là. Donc, la première formule que j'ai écrite, c'est celle-ci, dire je veux avoir le module de cette accélération-là. Je l'applique à mon problème, donc c'est A1 que je cherche. Le A parallèle va rester le A parallèle, puis de toute façon, il est constant du début à la fin. Mais le AC varie d'un endroit à l'autre, donc je vais prendre le AC propre au point 1, le AC1. Et je ne peux rien calculer, je ne connais aucune de ces valeurs-là. Je vais commencer par calculer le premier, le A parallèle. Ben, le A parallèle, c'est le A qui est dans le sens du mouvement. Donc, c'est même pas lié à la rotation, c'est lié à l'objet qui avance dans l'espace sur une ligne. C'est du chapitre 2 tout simplement. Je cherche une accélération dans le chapitre 2. Je pourrais aller voir les formules, mais je commence à les connaître par cœur. Et surtout, je n'ai pas de delta t nulle part dans ce problème-là, donc je vais tomber sur la troisième équation, celle que les vitesses finales et initiales au carré dedans. C'est avec ça que je vais calculer le A parallèle. Mais j'écris la formule comme elle apparaît dans le chapitre 2. Prochaine ligne, je remplace mes choses. La vitesse finale, je connaissais V0 puis V2, donc je vais le faire entre 0 et 2. Ma vitesse finale, ça va être la vitesse 2 au carré. La vitesse initiale, c'est la vitesse 0 au carré. 2. Le AX, c'est mon A parallèle, et il est dans le bon sens par rapport à l'axe des X. Donc, je vais l'appeler plus A parallèle, delta X. Et le delta X, c'est entre 0 et 2, donc c'est mon delta X entre 0 et 2. Je vais isoler le A parallèle là-dedans, donc je rebouge mes affaires pour isoler le A parallèle, je mets les chiffres, puis il me manque quand même la valeur de delta x02. Qu'un pourrait me dire, ouais, ça veut dire que c'est la position 2, un demi-tour, moins la position 0, c'est un demi-tour, mais je ne peux pas mettre un demi ici comme chiffre, puis arriver, je ne peux pas mettre des unités de tour. Donc je vais avoir besoin de faire une conversion qui se trouve à utiliser la formule du déplacement tangentiel comme on avait dans le problème précédent. Donc mon delta x, je vais multiplier en termes de radian fois le rayon, puis ça va me donner mon delta x. Donc mon delta x2, c'est R fois delta 0,2, delta 0,2 étant mon demi-tour que j'avais tout à l'heure. Mais mon demi-tour en radian. Donc, je ne peux pas encore écrire une demi ici et dire que c'est 4,75 à peu près, 9,5 divisé par 2. Donc, il faut que je le transforme en radian, ce demi-tour-là. C'est de lui que... C'est de lui que je parle depuis tout à l'heure. Ma variation, c'était un demi-tour, mais là, je vais le multiplier par le 2 pi radian par tour, puis ça va me donner pi radian. Donc, en termes d'angle, j'ai pi radian multiplié par le 9,5. Je vais avoir ma réponse. Donc, le 9,5 multiplié par le pi radian pour un demi-tour donne 29,85. Connaissant le delta x2, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour calculer le A parallèle. Donc c'est la prochaine étape qui a été faite ici. J'ai ramené mes chiffres 7 moins 3 carré, 2 fois le 29,85 que je viens de calculer, et j'obtiens mon accélération parallèle. Maintenant que je connais le A parallèle, je regarde pourquoi j'ai tout fait ça. C'est parce que je voulais additionner pour obtenir mon accélération globale.
ben, je connais ce chiffre-là, mais il reste l'accélération centripète. Donc là, on va tomber vraiment dans le calcul de l'accélération centripète, que je continue à la page suivante. Évidemment, on est dans le chapitre où c'est la formule principale. L'accélération centripète est égale à V carré sur R. Donc, je suis allé la chercher sur mon résumé et je l'applique. Je vais obtenir le AC au point 1. Donc, ça va être ma vitesse au point 1 divisé par R. Je connais juste le R dans ce problème-là. Je suis obligé de continuer, d'aller plus loin. Et d'aller plus loin, ben, je connais V0, je connais V2, mais je ne connais pas V1. La seule façon d'obtenir, c'est de faire de la cinématique comme si l'objet avancerait sur une ligne droite. Puis je ne connais pas le delta t, donc dans les équations de cinématique de MRUA qui avance sur une ligne droite, ben, je vais aller chercher celle qui n'a pas de delta t dedans. Évidemment, là, j'ai deux choix pour... je veux obtenir V1, donc je pourrais faire appliquer cette équation-là entre le point 0 et 1, ou encore entre le point 1 et 2. Là, moi, je l'ai appliqué entre le point 0 et 1, ce qui fait que le V1 va être ma vitesse finale. Ma vitesse initiale, c'est V0, plus 2A. AX, ben, c'est mon A parallèle de tout à l'heure. Puis là, je prends le delta X entre 0 et 1. Tantôt, j'allais prendre 0 et 2 sur le demi-tour complet, mais là, ça va être sur un quart de tour. Je continue à isoler mon V1. Je vais prendre la racine des deux côtés. Mais je m'aperçois que quand je remplace, ben, il me reste quand même mon delta x 0,1, qui dans le fond est la moitié de celui de tout à l'heure. Hein. J'aurais pu écrire en dessous quand je fais un calcul que delta x 0,1 est égal par définition, par l'analyse du problème, qui est égal à la moitié de delta x 0,2. Ou ben donc je le recalcule comme j'ai fait tout à l'heure, que le déplacement tangentiel c'est ça, que delta x 0,1 ça va donc être l'angle que j'ai 0,1. L'angle qui est inconnu pour l'instant, quoiqu'il n'est pas inconnu, mais il est exprimé comme un quart de tour, puis que je dois convertir en rad pour pouvoir faire mon calcul. Donc 2 pi rad par tour, ben, ça me donne 1 demi-pi, c'est la moitié de ce que j'avais tout à l'heure. C'est bien logique, je le sais. Et je suis prêt à calculer mon delta x avec ça, ben, mon demi-rad dedans, 9,5 fois demi-rad. Donc j'ai parcouru 14,92 mètres. La moitié de ce que j'ai parcouru précédemment. Et V1, ben, je suis prêt à le calculer. J'avais tous les chiffres tout à l'heure. Il me manquait juste le delta x 0,1. Ça va me donner 5,385 mètres. Et je suis prêt à aller calculer l'accélération centripète. Quand je connais le V1, ben, je peux calculer l'accélération centripète. 5,385 divisé par 9,5. Et j'ai toutes mes valeurs pour maintenant faire la somme, là, pour revenir sur le A1 global, qui était l'accélération tangentielle, qu'on a calculé à la page précédente, 0,67, plus l'accélération 3,053, l'accélération centripète, mais ça me donne le module. Ça, on s'aperçoit que Séguin s'attendait à ce qu'on produise également l'angle de l'accélération. Donc, si je ne m'en rappelle pas, je vais dans les résumés. Dans les résumés, je ne vois aucune formule pour le θ sur la première page, donc je manquais l'espace, j'étais à la deuxième page, et j'ai θA ici, c'est la formule que je vais copier dans ma solution, donc on fait le rapport entre l'accélération centripète et l'accélération tangentielle. Donc je reviens à ma solution, c'est ce que j'ai copié ici, que je vais solutionner. Hein. Je vous rappelle, je vais à la page précédente, hein. Là j'avais résolu le premier point d'interrogation, le deuxième c'était lui, puis je l'avais appelé θ1. Donc, je vais l'appliquer pour trouver ce point d'interrogation-là. Excusez, je suis allé dans le résumé par accident. C'est plutôt à la page suivante que je veux aller. Donc, c'est la formule qu'on a mis tout à l'heure. Je vais l'appliquer pour trouver le θ1. Mon accélération centripète, ben, c'est celle que j'ai au point 1. L'accélération tangentielle, elle est constante de toute façon du début à la fin. Je connais ces deux valeurs-là. Donc, je vais obtenir une réponse. Mais à la fin, j'ai réécrit ça sous forme d'un vecteur, là, mais je devrais mettre ça en rouge. J'avais déjà complété le problème rendu ici. Donc, problème quand même un peu long, mais qui nous fait aller fouiller dans tout un paquet de formules qu'on doit intégrer dans nos connaissances. Je l'ai fait très très rapidement, mais dans le fond, on peut arrêter la vidéo n'importe quand pour prendre le temps de le remplir là, correctement. À bientôt!